la rose d'Umberto Eco est un roman extrêmement populaire. Il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et pourtant, c'est pas un roman qui est simple à lire. Il y a plusieurs couches d'interprétation. Et on va ici essayer de comprendre un petit peu en détail ce que a voulu dire Umberto Eco avec ce roman. L'histoire, elle est narrée et racontée par Atso de Melk, un moine novice, qui suit un certain Guillaume de Baskerville, qui est un moine franciscain, un moine confirmé, dans une enquête sur une série de meurtres au sein d'une abbaye bénédictine du XIVe siècle. Il y a un contexte historique que pose Umberto Eco dès les premières pages du roman. Le contexte historique, c'est un débat sur la pauvreté. Le roman se déroule en 1327, période où on a des débats sur le sens de la pauvreté. On dit ainsi par exemple que Jésus-Christ et ses apôtres vivaient dans la pauvreté. Sauf que pendant que Jésus-Christ et ses apôtres vivaient dans la pauvreté, au Moyen-Âge, l'Église, dans cette période de 1327, en tant qu'institution, s'enrichit progressivement. Des domaines fonciers, des dîmes, du commerce d'indulgence, donc elle amasse énormément d'argent. Il semble apparaître une tension entre le message originel du Christ, de la pauvreté, et la réalité d'une Église puissante et fortunée. Au XIIIe siècle, des mouvements religieux prônent un retour à la pauvreté originale de Jésus. Les franciscains, ordre fondé par saint François d'Assise en 1209, refusent toute possession et vivent de l'aumône. On appelle ces ordres, donc ces regroupements de moines, des ordres mendiants, car ils vivent dans le dénuement et prêchent au contact du peuple, à la différence des moines bénédictins qui acceptent d'obtenir et d'amasser de l'argent et vivre cloîtrés dans leur monastère. Le problème, c'est que les franciscains gagnent en popularité et remettent en cause l'autorité et la puissance des bénédictins, donc de l'église principale. Qu'en 1322, le pape Jean XXII condamne officiellement la pauvreté absolue comme une hérésie. Si on condamne comme une hérésie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les franciscains vont commencer à être persécutés par l'Inquisition. Une fois ce contexte posé, on rappelle ainsi que Guillaume de Baskerville est un moine franciscain. Il fait partie de cette communauté persécutée, mais il a fait partie de l'Inquisition et il a des talents pour résoudre les crimes. C'est pourquoi on décide quand même de l'appeler. Il va dans cette abbaye qui est une abbaye des bénédictines qui a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, beaucoup de puissance, qui ne va pas au contact du peuple et qui semble posséder, qui semble mettre en place des événements douteux, notamment avec la multiplication des meurtres qui vont s'y dérouler. Je voudrais commencer par le titre du roman, Le nom de la rose. Le nom de la rose, en fait, ce titre-là, il annonce tout. Il annonce tout parce que le titre est un peu énigmatique. Le nom de la rose, à quoi ça peut faire référence ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Et c'est ça qui est intéressant dans ce roman. Parce qu'en fait, c'est un roman sur la diversité des interprétations. En effet, dans ce roman, on va avoir plusieurs personnages qui vont avoir plusieurs couches de lecture. Et le centre du roman, c'est une bibliothèque dans laquelle s'est produit le premier meurtre. Or, cette bibliothèque, la particularité, c'est qu'elle est fermée. On ne peut pas y accéder. Il n'y a que les moines qui peuvent y accéder. Et encore, il n'y a qu'un seul moine qui a accès à la totalité des livres. Donc, les moines qui arrivent pour étudier les textes, déjà, ils sont privilégiés parce qu'ils savent lire. Et il faut qu'ils demandent l'autorisation pour accéder à un livre. Et tous les livres ne sont pas bien sûr autorisés. Et il n'y a une seule personne, le bibliothécaire, qui connaît tous les livres de la bibliothèque. Et donc, il y a une forme de savoir qui est caché. Et donc, c'est difficile d'interpréter des choses qui nous sont cachées. Et c'est un peu ça le titre, c'est la difficulté d'interpréter quelque chose qui nous est caché. Une première façon d'expliquer le titre, le nom de la rose, je vous laisse peut-être à votre imagination, si vous n'avez pas lu le roman, qu'est-ce qui pourrait venir dans votre esprit. Et le nom de la rose pourrait faire une référence au vers latin Stat rosa pristina nomina nuda tenemus. La rose d'autrefois existe seulement par son nom. Nous ne possédons que des noms vides. C'est un vers qui est écrit dans le roman, et cela signifie que les choses disparaissent, mais que les mots restent. Ainsi, l'Inquisition a disparu, mais le mot est resté. Ça peut être aussi interprété comme une métaphore de la perte du savoir. Comme la rose, la bibliothèque à la fin du roman est brûlée et ne laisse que son souvenir. Enfin, ça peut être également une référence à un roman qui s'appelle le roman de la rose, un roman du Moyen-Âge où on suit un narrateur, l'amant, qui raconte sa quête pour obtenir une rose qui symbolise la femme désirée.
Et en fait, on a tout simplement dans ce roman du Moyen-Âge, assez connu, qui a eu un grand succès aussi à son époque, on va avoir un héros qui va rencontrer diverses figures comme la beauté, la franchise, la courtoisie, la jalousie, la honte, la peur, et qui vont en fait être des obstacles sur son chemin pour la découverte de la rose, qui est donc l'amour. Un personnage qui doit passer par certaines étapes initiatiques pour atteindre son objectif. Et les étapes initiatiques, c'est des noms. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas vivre la jalousie, on va pas vivre la honte, vivre la peur, mais c'est des personnages à qui il va s'adresser. Et c'est un peu comme lorsque nous, en tant qu'individus, on discute avec des concepts, lorsqu'on discute avec ce qu'on pense, lorsqu'on discute avec nos mots. En fait, parfois, on ne rencontre pas dans la réalité ce avec quoi on discute. On est capable, par exemple, de discuter du Mexique sans être jamais allé là-bas. Ça me permet d'embrayer immédiatement sur ce qu'on appelle le nominalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le nominalisme? Parce que je pense que c'est une philosophie intéressante qui est un peu au cœur du roman. Alors le titre, on s'est occupé du titre du roman, qui était Le nom de la rose. Il y a aussi le titre du personnage principal. Le titre du personnage principal, c'est Guillaume d'Occam. C'est donc lui l'enquêteur, donc ce moine franciscain. Et ce moine, il s'appelle Guillaume d'Occam. Et Occam, ça fait référence à Guillaume d'Occam, qui est connu justement pour avoir défendu la thèse du nominalisme. Alors c'est quoi cette thèse du nominalisme? Au Moyen-Âge, on a vu qu'il y avait un débat sur la pauvreté de Jésus et ses conséquences pratiques. Et il y a eu un autre débat philosophique, c'était le problème des universaux. La question centrale des universaux, c'était la suivante. Les concepts généraux, les universaux, existent-ils réellement ou ne sont-ils que des mots? Il y a 3 grandes positions. La première position, c'est le réalisme, soutenu par Platon, Augustin et Guillaume de Champeaux. Les universaux existent réellement indépendamment des objets individuels. Par exemple, l'humanité, ça existe. Ça a une vraie consistance, une véritable existence. Pour Platon, cette existence, elle existe dans le monde des idées, mais l'humanité a une vraie existence. La justice a une véritable existence. La couleur rouge a une véritable existence. Ça, c'est des mots universels, c'est des concepts abstraits qui auraient pour Platon une existence. Il y a la deuxième position qui est le conceptualisme, défendu par Abélard. Les universaux existent, mais uniquement dans l'esprit, qui les conçoit comme des abstractions. C'est-à-dire que la justice, ça n'existe pas dans les faits, dans le monde dans lequel on vit, mais par contre, ça existe dans notre esprit. Dans le monde, on peut voir un tribunal, on peut voir un prêtre, on peut voir des policiers, on peut voir un coupable, mais on ne peut pas voir la justice. La justice, elle existe dans notre esprit. Pour Guillaume d'Occam, lui, il défend une troisième position, c'est le nominalisme, c'est que la justice, ce n'est que des noms qu'on donne à certaines choses individuelles et elles n'ont pas d'existence, même dans notre esprit. C'est juste des mots qu'on utilise dans le langage, c'est tout. C'est uniquement par les sons que ça existe, produit. C'est-à-dire quand je dis justice, en fait, ça ne correspond à rien dans le monde, à part justement ce son justice. Pour les nominalistes, seuls les individus existent réellement. Ainsi dire l'humanité existe n'a pas plus de réalité que de dire la meute existe. Il n'existe que des loups individuels, il n'existe que des êtres humains individuels. Et en fait, cette approche, elle a une conséquence sur la manière dont nous concevons le savoir. Si les catégories ne sont que des constructions linguistiques, ne sont que des sons, alors la science doit se concentrer sur les choses particulières plutôt que sur les entités abstraites. En ce sens, Guillaume d'Occam va ouvrir la voie à la modernité, à la science moderne. En effet, il propose et prépare la voie à une approche plus empirique du savoir. Une approche plus empirique du savoir, c'est une approche où on ne va pas commencer à essayer de débattre sur la véracité de Dieu, sur les grands concepts abstraits, généraux, la justice, la vérité, le bien. Non, on va commencer à étudier les choses concrètes. On va commencer à étudier la terre. On va commencer à étudier les éléments qui composent le monde, l'eau, etc., l'air. Et donc, plutôt que de se concentrer sur les choses abstraites, on va se concentrer sur les choses concrètes. Et c'est ce que fait la science aujourd'hui. La science, elle étudie les choses concrètes. On n'étudie pas des choses abstraites. On est en train d'étudier des réactions, on fait des réactions chimiques. On étudie la façon dont se comporte tel ou tel animal dans son milieu social. Donc on étudie des choses concrètes. Et ça, Guillaume d'Occam, il a permis, grâce à sa thèse du nominalisme, en disant qu'en fait les choses abstraites, elles n'existent pas, il faut donc se concentrer sur les choses qui existent, mais ça a permis d'ouvrir la voie à la science moderne. C'est, en ce sens, un véritable roman sur le savoir, le langage et le pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bibliothèque, qui est gardée par le bibliothécaire qui s'appelle Roré de Burgos dans le roman, c'est le symbole du pouvoir exercé sur le savoir. L'idée, c'est que certaines connaissances doivent être interdites.
certains livres, on n'a pas accès à certains livres. Et donc ça rejoint l'histoire des censures religieuses et politiques. L'Église médiévale avait une peur, c'était que la raison et le doute ne mettent en péril son autorité. Il y a notamment un livre qui est particulièrement interdit et qui déclenche des grands débats, c'est le livre sur d'Aristote, la poétique d'Aristote. Vous connaissez sans doute le livre La poétique d'Aristote. La poétique d'Aristote, c'est un livre où Aristote nous explique comment écrire une bonne tragédie. Et il y avait une deuxième partie de ce livre qui a été perdue au fil des siècles. Cette partie, c'est une deuxième partie qui portait sur la comédie. Et en fait, ce livre, il est absolument interdit et il est introuvable. Et en fait, il se trouve dans la bibliothèque. Et Roré de Burgos, donc le bibliothécaire, le gardien du savoir, pense que le rire est dangereux, car le rire relativise le sacré et menace l'ordre établi. Et ça vient s'opposer à Guillaume de Baskerville, qui lui incarne un savoir ouvert et tolérant. À de nombreuses reprises dans le livre, Guillaume de Baskerville, quand on lui demande de prouver l'existence de Dieu, il dit « mais comment peut-on prouver ça ?» Et en fait, quand on commence à dire ça, quand le pouvoir d'une église repose sur une idée abstraite, sur l'idée de Dieu, et qu'on commence à dire en fait l'idée de Dieu, elle est difficile à déterminer, difficile à saisir, il vaut mieux se concentrer sur les choses concrètes, eh bien en fait on commence à remettre en cause l'idée même de Dieu. De la même manière, lorsqu'on commence à rigoler, lorsqu'on commence à se moquer, eh bien on est capable de avoir un pouvoir subversif, on est capable de remettre en cause l'ordre établi. Se moquer, c'est ridiculiser. Et l'Église a peur de ça. L'Église a peur qu'on se moque d'elle, qu'on puisse pointer du doigt ses faiblesses, qu'on puisse dénoncer ses pratiques, et qu'on puisse, à la fin, fragiliser son pouvoir. Le personnage de Bernardo Gui, qui est un inquisiteur dominicain, et il incarne cette Église répressive. Il n'enquête pas pour découvrir la vérité, mais pour condamner ceux qui menacent son autorité. Il fabrique des coupables et se sert des aveux arrachés sous la torture, et il exécute des innocents pour maintenir l'ordre religieux. On a vraiment ici une opposition entre le dogmatisme et l'approche rationnelle, empirique. Le dogmatisme, c'est l'idée que la vérité est déjà là et on ne peut pas la remettre en question. Alors que l'approche rationnelle, promue par Guillaume de Baskerville, c'est plutôt une pensée inspirée du nominalisme basée sur l'expérience, l'interprétation des faits. Guillaume est plutôt dans une approche méthodique, scientifique pour résoudre les meurtres et refuse d'accepter les vérités sans preuve et se méfie des interprétations biaisées par la foi. Donc on a vraiment ici, dans ce bouquin, une critique du pouvoir de l'Église. La question du langage est également intéressante dans ce roman, puisqu'on a un roman profondément sémiotique. Sémiotique, c'est la science de la communication et du langage. Et l'idée, c'est de dire c'est quoi un signe. C'est au cœur de ce que c'est une enquête. Les signes sont interprétables et ambigus. C'est une critique du dogmatisme. Le langage façonne notre perception du monde et est une mise en abîme du travail de l'écrivain. On te pose la question, qu'est-ce qu'un signe ? Un signe, c'est quoi ? C'est les traces qu'en tant qu'enquêteur, on doit analyser pour reconstituer les faits a posteriori. On va reconstituer les faits, on va recomprendre ce qui s'est passé avant. Et c'est ça un signe, c'est quelque chose qui nous montre ce qui a été, et c'est à nous de le reconstruire dans notre esprit. La dernière chose qui constitue en fait la véritable interprétation de ce titre, le nom de la rose. En fait, le nom de la rose, ça fait référence à un passage dans le roman où on a Alzo, donc l'élève de Guillaume de Baskerville, qui tombe amoureux d'une fille. Cette fille n'était pas censée être là dans la baie. En effet, les filles étaient prohibées. Mais elle se trouve là parce qu'elle a commerce de chair avec certains moines dans la baie. Et Atso tombe amoureux de cette fille. Et en fait, il ne sait pas comment elle s'appelle. Il sait juste qu'elle est belle. Et ce fait-là, c'est ça qui intéresse, c'est le nom de la rose. Le nom de la rose, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'expérience qui compte pour lui fondamentalement. C'est cette expérience où il tombe amoureux, parce que c'est une expérience qu'il ne refera jamais dans toute sa vie. C'est une expérience qu'il fait qu'une seule fois. Et c'est une expérience qui est intense. Et le fait de tomber amoureux, c'est vraiment quelque chose qui marque un individu, qui marque un esprit. Quand on tombe vraiment fondamentalement amoureux, on a un monde intérieur qui est chamboulé. Et Atso, son monde intérieur est chamboulé par le regard de cette jeune fille. Et l'idée, c'est que cette jeune fille, elle n'a pas de nom. Il ne sait pas comment elle s'appelle. Dans tout le roman, elle n'est pas nommée. Et c'est ça. L'important, c'est que cette expérience le marque, même si elle n'a pas forcément de nom, même si on n'a pas forcément mis de mots dessus. On a en fait chez Umberto Eco un peu une morale pratique. L'idée, c'est de dire ce qui compte, c'est l'expérience qu'on vit, même si on n'a pas forcément trouvé les mots. Le savoir, parfois, est quelque chose qui
nous pèse, quelque chose qu'on accumule, quelque chose qu'on obtient, mais qui ne reflète pas véritablement nos ambitions. Peut-être que le savoir n'est pas la clé pour une vie menée avec bonheur, avec plaisir, avec intensité. Le savoir est utile pour reconstituer, pour comprendre intellectuellement le monde, pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'imposer en société, mais n'est pas forcément la clé pour une vie bonne, profonde et heureuse.